Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Dans un premier temps, cher Paul, cher Jackie, cher Alain, je vous remercie de m'avoir invité dans ces lieux que tu viens de présenter pour vous présenter un autre site qui est le site du canon de Tzidisheim. Alors, simplement déjà pour vous donner un petit peu le contexte de ce site, il a été rénové lui aussi en plusieurs phases, en plusieurs étapes. Quand je suis arrivé, comme on appelle, aux affaires, en 1995, j'ai découvert un site du canon à Tzidisheim dans la forêt dont on ne soupçonnait même plus la présence. La végétation avait carrément envahi tout le site. On ne voyait plus les infrastructures extérieures. Et quand je parle des infrastructures intérieures, c'est-à-dire les galeries, elles étaient remplies à peu près avec, par endroits, 1 mètre de boue. Donc, je me suis retrouvé, on va dire, avec ce site sur les bras. Pourquoi sur les bras? Parce que ici, vous voyez une petite chose, c'est que ce site, il est classé monument historique depuis 1920. La commune de Tzidisheim est propriétaire des lieux depuis 1963, où par décision du conseil municipal de l'époque, l'État, qui était propriétaire des lieux, a souhaité, on va dire le terme, se débarrasser de cela, et l'a donc revendu à la commune. Alors, avoir un site classé historique sur le banc de sa commune, c'est pas évident à gérer, parce que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Vous êtes soumis à l'autorisation de l'architecte des bâtiments de France à chaque fois que vous voulez faire quelque chose. Alors, première des choses, en 1995, nous avons, il faut le dire, un peu comme les autres, un peu bricolé, commencé à débroussailler, etc. La fosse dans laquelle reposait le canon était entièrement remplie de boue, de branchages, etc., etc. Et on a commencé à sortir petit à petit les choses. C'est un travail qui a duré pratiquement la durée de mes 4 mandats, où on a, Paul était même là en 2016, où on a effectivement petit à petit commencé à rénover ce site. Et en 2016, il y a eu des premiers travaux, on va dire, de fond, qui ont consisté à tout ce qui était à l'extérieur. Ce sont celles et ceux, et j'en ai vu quelques-uns que j'avais rencontrés à l'occasion des visites guidées que nous organisons. Le site a été, on va dire, à l'extérieur, pourvu de panneaux explicatifs, etc., qui permettaient donc d'approcher, de voir ce qui s'était passé. Et on avait vidé, bien sûr, la fosse, et ça permettait donc de voir un petit peu ce qu'était le site. Mais je suis resté sur ma faim, et je dis, c'est bien ce que l'on a fait, on voit l'extérieur, on avait, Jackie, je crois que tu étais là avec, il y avait des gens qui étaient là en tenue française, d'autres là en tenue allemande, etc. Mais on est resté un peu sur et je suis resté sur ma faim, c'est bien beau, mais en dessous, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Donc, on a commencé à entamer des travaux qui permettaient de sortir tous les sédiments qui étaient présents dans les galeries. On a fait un premier travail, ça a été, on verra après, la galerie nord, qui a été entièrement débarrassée de ces sédiments en 2019, ce qui nous a permis d'organiser dès septembre 2019, dans le cadre des Journées du patrimoine, une des premières séquences de visites. On s'est rendu compte que ça prenait, que c'était intéressant. FR3 est passé, et ça a aussi aidé à effectivement faire connaître le site. Et avant de laisser la place à mon premier adjoint, eh bien, en 2020, on a entamé la deuxième partie qui consistait à enlever les sédiments dans la totalité des galeries du site, qui sont donc maintenant entièrement et totalement visitables. Pour vous donner quand même un petit chiffre, en 25 ans,
j'ai dépensé inconsidérément les deniers de la commune à hauteur à peu près quand même de 40 000 euros. Hein. C'est bon, c'est étalé sur 25 ans quand même, mais ça vous donne quand même une petite idée. On ne peut plus demander, comme il y a une vingtaine, une trentaine d'années, à des bénévoles de faire exclusivement ces travaux. On vit dans un monde un peu particulier où quand quelqu'un se blesse, on cherche tout de suite un responsable. Donc les travaux ont été confiés effectivement à une entreprise. Je parle de l'évacuation de tous les sédiments parce qu'il fallait le faire à la main avec et c'était pas possible d'ailleurs de le faire autrement. On avait imaginé, hein, je vous dis, on avait imaginé de mettre une pelle jaube. Bon, pelle jaube avec les gaz d'échappement, je vous explique pas, c'est impossible. Vous restez 2 minutes avec des gaz d'échappement dans la galerie et puis vous étouffez. Donc ça a été fait à la main, etc. Et donc tout cela, ça a un coût. Voilà. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Donc ça fait maintenant, on va dire, depuis 2020, que l'on peut visiter la totalité du site. Et nous organisons avec l'association, nous organisons donc en mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre, et puis au mois d'octobre, s'il y a vraiment une demande, ça a été le cas cette année, nous organisons donc des visites guidées. Le site ne peut être visité en toute liberté sur la partie extérieure, mais ne peut pas être visité dans les galeries sans être accompagné d'un guide ou sans être accompagné de quelqu'un, au moins de l'association. Pourquoi? Pour des raisons, bien sûr, de sécurité. Parce que si vous glissez ou vous faites mal et que le site est ouvert, le téléphone portable, il passe pas beaucoup hein, là-bas. Donc, si vous arrive quelque chose, vous êtes dans l'incapacité de prévenir qui que ce soit. Hein, donc, il y a des dangers. Et puis, on le ferme aussi pour autre chose. Malheureusement, nous avons affaire à des petits vandales qui, de temps en temps, viennent forcer les grilles et viennent, par exemple, nous piquer des bâches explicatives qu'on avait, des choses de ce genre-là. Enfin, voilà. Donc on est obligé de le fermer pour ces deux raisons, de la sécurité et éviter que l'on vienne nous casser ce que l'on a mis quand même pas mal de temps à remettre sur pied. Donc, alors, le site en question, je vous l'ai dit, appartient à la commune, mais il est géré par une association, d'accord, qui est l'association donc du Grand Canon. Il y a quelques membres de l'association qui sont présents ce soir, n'est-ce pas, cher Sylvain, n'est-ce pas? Il y en a un qui fait, vous verrez après, les visites en tenue hein, d'époque. Hein, voilà. Enfin bon, elle est pas d'époque la tenue, mais elle ressemble à l'époque. Voilà. Hein. Il y a Alain qui est un Fautzer, qui est un petit Saïmois hein, de souche, hein, qui a été, je l'ai carrément embrigadé. Je dis, t'as pas le choix, il faut que tu viennes dans l'association. C'est à peu près comme ça que ça s'est passé. Hein. Mais il y est venu avec grand plaisir. Et il est toujours de bons conseils pour les problèmes techniques que je ne maîtrise pas aussi bien que lui. Donc c'est une association qui gère ça. Pourquoi? Parce que, évidemment, le collègue qui m'a... Monsieur Loget, l'actuel maire, m'a dit, écoute Joseph, tu connais le site, tu sais comment ça a été fait, etc. Il faut absolument qu'il y ait une association qui s'occupe de cela, sinon le travail que nous avons fait pendant toutes ces années, si personne ne s'en occupe, hein, la nature va reprendre très très vite ses droits, et si personne ne s'en occupe, on va être obligé de recommencer à zéro ce qu'on avait fait à partir de 95. Donc j'ai accepté avec beaucoup de plaisir de présider cette association où nous sommes à peu près à 45 membres. Hein. On a démarré en février 2020, l'association a été créée en février 2020, et on était à 7. Quand on crée une association, il faut qu'on soit au moins à 7. Et l'année d'après, on était à 20, et puis là, maintenant, on est à 45 personnes. Alors, il y a dans ces personnes, effectivement, des bénévoles qui sont là, et qui, pendant la période estivale, avant les visites, viennent nettoyer, parce que ce qui se passe quand il pleut, par exemple, comme aujourd'hui, l'eau elle rentre dans les galeries, il faut aller racler, etc., etc. Donc voilà à peu près le travail de tous ces bénévoles, et il faut reconnaître une chose, c'est que tous ces bénévoles, ces personnes qui sont là pour aider, si elles n'étaient pas là, on pourrait pas faire et organiser les visites telles qu'on les fait en été. Nous avons créé, parce que je suis un peu geek hein, sur les bords hein, de ma formation d'électronicien, on a créé une petite application que vous pouvez télécharger sur vos téléphones et qui vous permettent et vous donne des explications sur le site du Canon.
Pourquoi vous pouvez le télécharger sur le téléphone? Parce que là-bas, rien ne passe. Hein. La 3G, elle passe pas, ni rien. Donc, si vous la téléchargez, à ce moment-là, ça vous permet de faire une petite visite et de voir en même temps, d'avoir un certain nombre d'éléments qui peuvent vous être présentés. Voilà, on a un site internet. Alors, sur ce site internet, vous trouverez des explications beaucoup plus détaillées que ce que je vais vous présenter ce soir, parce que nous avons décidé au niveau de l'association de prendre la tâche de 2 historiens qui sont connus et reconnus sur la place. Il s'agit donc de M. Thierry Héret, qui est alors on m'a dit avant le spécialiste du canon, non, le vrai spécialiste du canon et des canons, c'est Thierry Héret, et on sait un petit peu, il fait partie de l'association, et il est aussi notre historien sur ce côté, et on s'est un peu inspiré, même le diaporama s'est un peu inspiré des travaux qu'il a effectués, et du livre qu'il a publié sur le site en question. Et il y a aussi un autre historien que vous connaissez peut-être, c'est M. Marc Glotz, hein, qui lui aussi ils ont pondu un certain nombre de livres sur l'histoire et sur la guerre 14-18 notamment, où il est spécialiste de cette première partie, donc de ce premier conflit mondial. Pourquoi 2 historiens? Parce qu'il y a beaucoup de légendes et de choses qui ont été racontées sur le site du canon. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de prendre ce qui a été raconté et de faire le tri entre la vérité historique et puis la légende, et de ne mettre sur ce site que ce qui a été vérifié. Voilà. Donc, tout ce que vous allez trouver sur le site au niveau information, ce sont des informations réelles, vérifiées, et on a viré dans des récits toutes les parties qui n'étaient pas cohérentes. Voilà, donc là vous avez une vue, alors oui, si vous voulez adhérer à l'association, il n'y a pas de problème, vous pouvez aller sur le site internet, voilà, la cotisation n'est pas très élevée, hein, elle est de 10 €. Alors pourquoi on fait ça? Eh bien les 10 € servent tout simplement à ce que je puisse partir en vacances avec. Non, plus sérieusement, elle sert à payer l'assurance, d'accord, pour la visite du site. C'est-à-dire que quand les personnes viennent visiter ce site, il faut bien sûr être assuré. Jamais il y a un pépin, ben voilà. Et elle sert aussi d'assurance pour les bénévoles quand ils viennent travailler, si jamais il y a un pépin, qu'on soit couvert. On ne cherche pas du tout à faire du gras, on va dire, avec cette cotisation. Vous allez sur le site, vous pouvez adhérer en ligne, il n'y a pas de problème, vous avez un petit formulaire, vous le remplissez. Il y a même le RIB, hein, voilà. Ok, bon, je fais un appel comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'être membre actif et de venir travailler, mais vous pouvez être membre bienfaiteur. Hein, ça existe, voilà. Donc, je termine la séquence pub et on va passer au site en lui-même. Alors, ce que je fais en général avant de débuter les visites avec les personnes, alors je vous dis tout de suite, je n'ai pas du tout la prétention d'être un historien et un grand spécialiste du canon. Pour moi, ce soir, ce n'est pas une conférence, c'est plutôt une présentation du site, hein, et peut-être répondre à certaines questions dont je connais la réponse, mais moi, je ne suis pas historien, hein, moi j'ai fait l'école centrale d'électronique, hein, je suis ingénieur en électronique, chacun son truc, mais il faut reconnaître que c'est vrai que j'ai une certaine connaissance du site. Pourquoi? Parce qu'en 25 ans, à force d'avoir fait des travaux, on s'est intéressé aux choses, et puis voilà. Mais je n'ai pas du tout la prétention d'être un historien, hein, je crois que des historiens, il y en a quelques-uns, mais ce n'est pas moi. Voilà. Alors, il y a une chose... Quand je débute les visites, que je rappelle, parce que figurez-vous, c'est assez surprenant, mais peut-être que chez vous, je pense que vous êtes tous des gens qui sont passionnés par l'histoire, donc vous savez ce qui s'est passé. Il faut replacer ce canon dans son contexte. Alors déjà, pour commencer, n'oublions pas qu'au moment de la construction de ce canon, l'Alsace est allemande. Je peux vous garantir que ce n'est pas toujours évident pour les jeunes, hein. C'est pas toujours évident. Ah bon, on était allemand? Ah ben non, ah oui, on est redevenu français en 14. Je dis mais non, bon, voilà. Donc le site aussi est visité, bien sûr, je le fais visiter aux écoles, et le collège épiscopal et l'école élémentaire, et bien sûr aux associations qui le souhaitent, hein. Donc si les associations veulent venir, des associations veulent venir visiter le site, vous me passez un coup de fil, le numéro de téléphone portable qui est sur
sur le site internet, c'est le mien. Vous me passez un coup de fil, vous m'envoyez un mail, et on essaie de se mettre d'accord sur un groupe à peu près d'une quinzaine de personnes. On peut assurer une petite visite en semaine, c'est pas obligé que ce soit le week-end. Okay, mais il faut juste qu'on le sache quelques jours, une semaine avant, quoi, hein, pour s'organiser. Donc l'Alsace est allemande. Bon. La carte ici, je l'ai trouvée intéressante. Regardez, vous avez une ligne rouge ici, qui a été tracée par les Allemands sur cette carte, qui est une carte originale allemande. Et qu'est-ce qu'elle montre, cette ligne rouge? Ben, elle fait la part, elle coupe, disons, l'Alsace-Lorraine en deux. Et ici, vous avez la partie germanophone de l'Alsace-Lorraine, ok? Et ici, vous avez la partie francophone. Vous voyez même d'ailleurs, ici, vous avez un coin là, du Haut-Rhin, là, qui est francophone. Ben, c'est quoi? C'est Val-Dieu-Lutran, Montreux-Vieux, etc. Hein, et vous avez là une petite enclave aussi qui est francophone dans le Haut-Rhin. Eh ben, c'est ce qu'on appelle le Pays Welsh. Hein. Donc les Allemands ont fait effectivement la différence entre la partie francophone et la partie germanophone. Et bien sûr, l'objectif des autorités allemandes de l'époque, c'était que tout le monde devienne germanophone. Ce qui n'était pas vraiment du goût de tout le monde, notamment de ces régions qui étaient francophones. Danemark, d'ailleurs, entre parenthèses, était dans la partie francophone. Donc, il y a un tableau qui traduit un petit peu le sentiment des Alsaciens. C'est tout simplement le tableau très connu de Jean-Jacques Henner, qui représente une Alsacienne en costume traditionnel et qui symbolise l'Alsace. Et l'Alsace, qu'est-ce qu'elle fait? Elle attend. Elle attend quoi? Elle attend de revenir à la République française. Et d'ailleurs, en parenthèse, vous vous rappelez, on dit toujours en Alsace, ouais, les autres, on les appelle les gens de l'intérieur. Alors, ce n'était pas du tout péjoratif, ça. Hein, parce qu'en fait, les Alsaciens, eux, se considéraient comme maintenant avoir été lâchés et ils se retrouvaient à l'extérieur de la République. Hein, et donc, quand les Alsaciens parlaient des Français de l'intérieur, c'était pour montrer qu'eux étaient restés à l'intérieur de la République, alors qu'eux étaient malheureusement à l'extérieur. Donc au départ, je le répète, ce n'était pas péjoratif, hein, ça l'est devenu un peu après, quoi, mais c'était pour traduire le sentiment donc, de désarroi des Alsaciens et des Lorrains qui se sont retrouvés en fait sous l'autorité allemande. Alors, bien sûr, ce qu'il faut savoir aussi dans le contexte, c'est que les Français avaient un fort sentiment de revanche. Tout au début, du moins. Ils voulaient à tout prix récupérer l'Alsace-Lorraine. Et ça, les Allemands le savaient très bien, et se doutaient bien qu'un jour ou l'autre, la France allait vouloir attaquer l'Allemagne et surtout pour venir récupérer l'Alsace-Lorraine. Si vous avez quelques souvenirs sur le sujet, rappelez-vous, il y a eu l'épisode du général Boulanger, hein, en France, où effectivement Boulanger a failli déclencher la Première Guerre mondiale avant 1914, hein, parce qu'il ne multipliait les provocations vis-à-vis des Prussiens, et il a effectivement fait en sorte que ce sentiment de revanche français, il l'a exacerbé, etc., au point que effectivement on était au bord de la guerre, hein, donc au moment du général Boulanger. Ce qui s'est passé, c'est que le type, on l'a fait taire et puis il a été exilé. Et du coup, les Français ont commencé à devenir un peu plus pacifiques, hein, et ont un peu oublié ce sentiment de revanche. N'oublions pas, on avait les années folles, les 1900, l'économie française tournait très très bien, il n'y avait aucun problème. Personne n'avait envie de faire la guerre. Hein. Personne, on vivait bien. Il n'y avait absolument aucune raison de la faire. Donc, après ce sentiment de revanche, jusqu'aux années à peu près 1910, se sont disons, atténués du côté français. Mais n'empêche que du côté alsacien et du côté lorrain, la rancœur était toujours là. Et c'est surtout eux qui ont je dirais, les Lorrains et les Alsaciens qui ont poussé à ce qu'effectivement, on rentre en guerre et qu'on vienne nous les rattacher à la France alors qu'ils avaient été détachés. Et je répète, ça, les Allemands le savaient. Alors les Allemands, ils sont un peu mieux, je dirais, planificateurs que les Français. Et il y a un général allemand, le général von Schlieffen, qui voyait en 1905
a déjà imaginé un plan pour venir donc envahir la France. Alors, envahir la France, non pas pour l'occuper, ça ils l'ont fait plus tard, mais tout simplement pour envahir la France et réduire à néant la puissance militaire française. Parce que quoi qu'on en dise, l'armée française, bon, ils avaient peut-être des képis rouges et des pantalons rouges, mais l'armée française était crainte par les Allemands. Hein. Elle était bien équipée, le fusil Lebel, c'était pas un fusil de pacotille, c'était un super fusil, etc. Elle était très très bien équipée, bon, vestimentairement un peu moins, quoi, on va dire, mais l'armée française était crainte par les Allemands, et l'objectif du général von Schlieffen, c'était d'envahir la France et de réduire à néant la puissance militaire française, comme ça, on est peinard, ils ne viendront plus nous attaquer et récupérer l'Alsace-Lorraine. Alors le plan Schlieffen, il en manque un, il est un peu plus au sud, il y avait 7 corps d'armée, et qui consistait à faire la chose suivante, eh bien à envelopper, vous voyez, hein, par un mouvement comme ça d'enveloppement, et de rentrer en France, et d'aller occuper la France et de réduire à néant la puissance militaire. Alors c'était un plan qui était quand même pas mal, hein, parce qu'en en fait, regardez, il y avait même un timing, hein, c'est-à-dire envahir la France en 37 jours, mode d'emploi, hein, c'était ça. C'est-à-dire qu'ici, à J+22, au moment de la déclenchement de l'attaque, il devait être là, à J+31, il devait être là, et à J+37, il devait être là. Regardez, Paris est ici. Hein. Paris est ici. Ça, c'est le plan Schlieffen. Mais les Français n'étaient pas en reste. Il y a Joffre qui a mis en place le plan 17, hein, qui était là, représenté par les armées qui sont là. Mais si vous regardez bien, Joffre a positionné ses armées sur les frontières donc, du Luxembourg, hein, et de la Belgique, et surtout sur les frontières de l'Alsace et de la Lorraine. C'est important de savoir ça pour la suite. Donc, voilà le plan Schlieffen, tel qu'il a été conçu en 1905, et qui a été, au moment du déclenchement du conflit, et qui a été donc appliqué. Alors, une petite carte qui est intéressante. Ici, alors bon, déjà, vous vous êtes rendu compte, le plan Schlieffen fait passer les troupes allemandes en Belgique. Donc le 3 août, quand ils ont déclaré la guerre à la France, c'est parce qu'en fait, ils avaient envahi la Belgique. Et tout le monde a dit, mais nous, on met nos armées ici, hein, c'est pas la peine, parce que la Belgique, elle est neutre. Donc ils passeront pas par la Belgique, parce qu'elle est neutre. Tu me diras, ils ont fait le coup 2 fois. Hein, donc, malgré les protestations du roi des Belges, ben, les Allemands ont demandé, écoutez, on veut passer, non, je ne veux pas que vous passiez, ben, on passera quand même, et puis c'est réglé. Donc, effectivement, ils sont rentrés par la Belgique. Et si vous regardez bien, ici, là, vous avez tout ce mouvement d'enveloppement qui commence, hop là, pardon. Allez, voilà. Tout ce mouvement d'enveloppement, il est là. Il a failli réussir, ce plan. Il a failli réussir. Les Allemands, ils ont un peu merdouillé là, dans le secteur de Verdun. Heureusement, d'ailleurs. Alors, heureusement, oui et non. Parce que si le plan Schlieffen avait réussi, la guerre, elle aurait duré 1 mois et demi, et puis c'était réglé. Voilà. Mais bon, on ne refait pas d'histoire, mais c'est vrai que, quelque part, on n'aurait pas eu tous ces millions de morts. Maintenant, il y a une chose qui est intéressante à voir. Regardez un peu, n'oublions pas, 3 août, hein, déclaration de guerre, 3 août. Regardez où étaient les troupes allemandes au mois de septembre. C'est la ligne verte. Là. Paris est là. Hein. Ils ont failli réussir. Hein. Ils ont failli réussir. Et en fait, là, on avait les troupes françaises qui étaient ici dans le secteur. Et ces troupes françaises, bon, c'était des centaines de milliers d'hommes. Hein, et on ne dégage pas, on ne transporte pas des centaines de milliers d'hommes comme ça d'un claquement de doigts. N'oublions pas une chose à l'époque, hein, il n'y avait pas de camion, il n'y avait rien. Il y avait juste un truc, c'était le chemin de fer ou la marche à pied, hein, c'est tout. Donc il fallait absolument donc, réagir quand les Allemands sont passés par là. Et le temps que les Français donc, ramènent leurs troupes, ben, ça a pris quand même un peu de temps et les Allemands en ont profité pour avancer encore plus. Et c'est à ce moment-là, rappelez-vous, il y a eu le fameux épisode des taxis de la Marne, où il a fallu, donc, à partir de Paris, on a envoyé de plus en plus de troupes à l'aide de taxis pour essayer de contrer l'avancée allemande.
Voilà, et voilà où on en était en septembre. Et après, ce qui s'est passé, c'est que, bon, avec la contre-attaque française, avec la contre-attaque aussi anglaise, hein, puisque les Anglais sont rentrés dans la course, eh bien, vous voyez, la ligne de front, on va dire en 1914, hein, 1915, et pendant tout, je dirais, le reste du conflit, eh bien, voilà la ligne de front où elle s'est stabilisée à peu près, avec des attaques sporadiques. Après, on ne va pas rentrer dans le détail, hein, mais voilà, c'est pour vous donner un peu une idée. Donc, première chose, en 1914, guerre de mouvement. Début 1915, le front se fige avec la ligne pointillée que je viens de vous montrer, guerre de position, c'est-à-dire on s'enterre, on se met dans des tranchées, on est l'un face à l'autre, des fois même à quelques mètres l'un de l'autre, et puis on se tire dessus et on essaie de prendre la tranchée du copain. Alors, militairement parlant, cette situation, elle ne peut pas durer, c'est pas possible. Dans une stratégie militaire, rester statique, c'est pas possible. Donc, chacun des camps d'ailleurs, hein, que ce soit les Français et les Allemands, ont imaginé de faire une grande offensive pour, déjà les Allemands, ce qu'ils voulaient faire, là vous avez un petit secteur, c'est toute la vallée de Tann, etc. Ils voulaient chasser les Anglais, les Français voulaient chasser, je confonds avec Jeanne d'Arc, ils voulaient chasser les Français de la partie Alsace qu'ils considéraient comme faisant partie intégrante du Reich. Donc c'était cette fameuse opération Schwarzwald qui consistait à dire, ben voilà, on va virer les Français de la partie qu'ils ont occupée. Donc les Allemands voulaient déjà refaire une contre-attaque pour récupérer cette partie, et puis surtout, voulaient refaire une contre-attaque pour continuer le plan Schlieffen qui avait un peu échoué. Les Allemands avaient le choix entre deux solutions pour faire leur grande offensive. Ils avaient le choix et ils étaient en train d'étudier pendant toute l'année 1915. Ils ont étudié la contre-attaque sur Verdun ou alors sur Belfort. Les deux scénarios ont été envisagés. Et c'est début 1916 que le Kaiser lui-même a tranché et a dit ce sera Verdun. Mais pendant toute l'année 1915, on est bien d'accord, ils étaient en train d'étudier la façon de faire. Quand on veut faire une grande offensive, avant de mener la grande offensive, il faut affaiblir l'adversaire. Affaiblir l'adversaire, on le voit malheureusement comment ça se passe actuellement. Comment on fait pour affaiblir l'adversaire? On le bombarde. On va bombarder ses positions. On va bombarder les positions stratégiques de l'adversaire pour l'affaiblir, de façon à ce que quand on lance l'offensive, on puisse passer comme dans du gruyère. Hein. Actuellement, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas compliqué. Hein. On prend un Mirage 2000, il décolle de la base aérienne de Nancy. Hein. Il a 2 bombes guidées laser, il va aller les balancer au Mali ou ailleurs, hein, d'accord? Et puis là, le pilote il revient et l'après-midi, il boit un café place Tann. C'est un peu plus moderne. Mais à l'époque, on ne pouvait pas faire comme ça parce que les avions, c'était quoi? C'était des machins avec des ailes en toile, avec un moteur de tondeuse à gaz en devant, quoi. Puis on ne pouvait pas les bombarder, du moins en 1915. Après, après la chasse a évolué. Donc, comment faire pour affaiblir l'adversaire? Eh bien, c'est de le bombarder grâce à des canons à longue portée. Alors, des canons à longue portée, d'accord, c'est bien gentil, mais il ne suffit pas de dire on veut un canon à longue portée, il faut construire, quoi. Eh bien, le hasard fait que les Allemands avaient à leur disposition des canons à longue portée. C'est-à-dire que déjà, vous voyez, en 1913, les Allemands ont commencé la construction d'un programme, ils ont lancé un programme de construction de 4 super cuirassiers qui étaient ce qu'on appelle de la classe Bayern, ce sont des super Dreadnought. Alors, le Dreadnought, c'était le premier cuirassier anglais qui comportait beaucoup plus de blindage que ce qui existait à l'époque, qui était considéré comme le cuirassier modèle, hein, sur lequel devaient effectivement se bâtir tous les autres. Et ces cuirassiers anglais avaient des canons de 305, donc 305, des obus donc de 30,5 cm de diamètre. Les Allemands, eux, ont dit on va faire plus fort et mieux que les Anglais,
De toute façon, le Kaiser était jaloux de son cousin qui était le roi d'Angleterre, hein, faut pas l'oublier, ils étaient en famille hein, en plus. Et ils ont donc lancé en 1913 la construction donc, de ces 4 super cuirassiers. Il y en a donc qui avaient déjà été baptisés. Il y avait le Bayern, il y avait le Baden, le Saxon et le Württemberg. Alors, ces cuirassiers avaient la particularité suivante, c'est qu'ils étaient armés par des canons de 380. Il y avait donc sur la tourelle avant, deux tourelles avant avec 2 canons de 380, et sur les 2 tourelles arrière, 2 canons, donc 4 canons au total, donc 8 canons de 380 sur ces cuirassiers. Seulement, un cuirassier, c'est pas comme le scooter Peugeot, hein, ça se construit pas en une semaine, ça met quand même un peu de temps à être construit. La preuve, regardez, le premier à avoir été opérationnel, il était opérationnel en juillet 1916. Le deuxième, c'est le Baden, il a été opérationnel en mars 1917, et les 2 autres n'ont jamais été construits. Mais ce qui s'est passé, c'est que les canons de 380, eux étaient fabriqués non pas sur les chantiers navals donc, où étaient construits les cuirassiers, mais étaient fabriqués par les usines Krupp à Hessen. Et ces canons, ils étaient déjà construits. Donc, du coup, l'état-major allemand disposait de canons à longue portée, adaptés bien sûr pour des cuirassiers, mais quand même des canons à longue portée. C'est à partir de là que l'état-major a dit hop, hop, hop. Ils sont allés voir, non pas la Kriegsmarine, mais la Kaiserliche Marine. Hein, et on dit écoutez, vous pourriez mettre à notre disposition des canons. Ces canons, on va les installer sur des positions fixes et on va viser des villes stratégiques avec ces canons. Alors, déjà, première chose, comment étaient fabriqués ces canons? Alors là, j'ai eu la chance, parce que vous verrez, il y a plusieurs sites hein, qui existent entre la mer du Nord et Zidisheim sur ces sites. J'ai eu la chance de rencontrer pratiquement des collègues maires et des collègues aussi qui s'occupent de ces sites, et on échange des informations. Et il y en a un qui m'a redonné le lien et tout, etc., d'une petite vidéo qui vous montre comment on fabriquait un canon. Alors c'est un canon de 305, hein, d'accord? Il date de 1908, hein, ce film. Comment on fabriquait un canon de 305 dans les ateliers de Krupp à Hessen. Alors déjà, première chose, là, vous voyez, j'ai marqué Grosse Bertha et Langermax. On entend souvent parler, mais même ailleurs, hein, à Coucy-le-Château, etc., on entend parler de la Grosse Bertha de Zidisheim. Jamais de la vie. Ça n'a jamais été une Grosse Bertha. Même si les Allemands l'ont dit après, on verra pourquoi. En fait, la Grosse Bertha, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un canon, mais c'est un obusier. Et un obusier n'a pas un tir, disons, tendu, mais a un tir en cloche. D'accord? Et la portée de la Grosse Bertha, c'est 17 km. Ce qui est nettement insuffisant, on est bien d'accord, pour atteindre de Zidisheim, pour atteindre Belfort, qui est, lui, Belfort, à 34 km à vol d'obus de Zidisheim. Donc déjà, ce n'était pas une Grosse Bertha, mais la Grosse Bertha avait, dans l'imagerie populaire, été quelque chose de terrifiant, parce qu'il tirait quand même des machins là, de 420 mm de diamètre, hein, d'accord, et faisait effectivement énormément de dégâts. Et donc, de parler d'une Grosse Bertha, c'était terrifiant quoi, pour les gens, dire punaise, il y a une Grosse Bertha qui nous tire dessus, c'était vraiment, c'est comme maintenant là, un missile de croisière qui, voilà, c'est terrifiant, on ne sait pas où il va atterrir, et puis la puissance de feu est quand même très grande. Donc, déjà, pour commencer, le canon de Zidisheim n'était pas une Grosse Bertha. Bon, et les Allemands, ils aimaient bien donner un petit nom à leurs jouets. Donc, le canon de 420, ils l'ont appelé, l'obusier de 420, la Grosse Bertha, et le canon de 380, d'accord, de ce canon de marine qui équipait les cuirassiers, ils l'ont appelé le Langermax. Donc, à Zidisheim, il n'y avait pas de Grosse Bertha, mais il y avait un Langermax. Et c'était un canon de marine, et c'est une des raisons aussi pour lesquelles le canon était servi, et le site du canon était servi par des marins. D'accord ? Ce n'étaient pas des artilleurs, mais ce sont des marins qui servaient la pièce. Parce qu'ils avaient l'habitude, on est bien d'accord, de la servir. Alors, comment on fabriquait ce canon? Allez hop.
Alors, pour faire un canon, il faut déjà de la fonte. Cette fonte, on va ensuite la mettre dans un four de fusion, de façon à pouvoir produire de l'acier, hein, on évacue le carbone et tout, etc., de façon à purifier. Ça, c'est les fours de fusion voilà, déjà électriques, hein, c'était déjà donc pour mettre. Voilà par exemple un lingot d'acier refroidi de 8,5 tonnes. Vous voyez le bonhomme à côté, ça vous donne à peu près l'échelle. Et dans les usines, évidemment, pour trimballer tout ça, eh bien, l'usine était constituée d'un petit réseau ferré interne. Et c'était donc des locomotives à vapeur qui venaient transporter tous les matériaux. Là, vous allez assister à la coulée d'un lingot donc, de 20 tonnes. Là, vous voyez donc le bonhomme, il est en costard à côté. Hein, là, voilà. Là, vous avez le cubilo. Alors, le cubilo, c'est un espèce de seau dans lequel il y a l'acier en fusion. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va aller couler ce qu'il y a là-dedans dans le moule qui est ici. D'accord? Alors, vous allez voir, voilà, toujours là, voilà. Donc là, ça, c'est la personne qui va crever la petite poche. Alors, vous constatez qu'il a un escabeau de sécurité, qu'il a des chaussures de sécurité, une casquette de sécurité, hein, voilà. Et là, vous voyez, c'est comme le lait. Sur le lait, il y a une peau. Hein, quand vous le laissez, ben, l'acier, c'est pareil. Il y a une petite peau. Alors là, il va touiller pour crever la peau, pour faire en sorte que l'acier coule après dans le moule. Vous voyez, ça se fait en toute sécurité. Hein, il n'y a pas de problème. Voilà, regardez. Hein, bon, il n'y avait pas d'accident de travail. Hein. Regarde, tu me diras, il n'y avait pas la CGT, il n'y avait pas les prud'hommes, il n'y avait pas tout ça. Hein. Non, il n'y avait pas de tenue. Hein, vous vous rendez compte? Il devait y avoir des accidents de travail qui n'étaient pas tristes, hein, quand même. Donc voilà comment que ça se passait. C'est assez impressionnant. Vous voyez, c'est certainement les ingénieurs hein, qui étaient à côté avec le petit chapeau melon là et puis le costard et qui regardaient ça. Bon, une fois qu'on a coulé le lingot, et ben, on va forger le canon. Comment? Regardez, le canon, il arrive, là, bon, on ne le voit pas, c'est du noir et blanc, mais il est rouge cerise. Et là, on a un espèce de mandrin qui va pénétrer à l'intérieur. Et avec la presse hydraulique ici, ils vont forger le canon. Ouais. Regardez comment il faut. C'est inimaginable. Je trouve que ce film est assez intéressant. Hein. Regardez là, voilà, tac, tac, tac. À côté, vous avez ici un canon terminé. Hein. Forgé, brut de forge. D'accord? C'est comme, voilà, c'est comme s'ils avaient un marteau, mais c'est une presse hydraulique. Voilà. D'accord? Et donc là, le mandrin pour. Alors, bien sûr, après, il y a un creux ici, et l'intérieur du tube, ben, il est brut. Il est brut de forgeage. Donc, deuxième étape, après avoir forgé le canon, non, pardon, une autre étape, c'est la trempe. On le met dans un bain d'huile. D'accord? Là, vous voyez, le canon est chauffé au rouge et puis il le balance là dans le bain d'huile. Hein. Pareil, le gars en costard à côté, tout le monde regarde, puis il y aura juste quelques petites flammes après, rien du tout. Pas grand-chose, quoi. Voilà. D'accord? Et tout le monde regarde ça gentiment, sans problème. Bon, une fois qu'on a fait ça, il faut effectivement usiner l'intérieur du tube hein, pour donner un état de surface à peu près correct. D'accord? Donc voilà les tours qui permettent d'usiner l'intérieur du tube. Mais ce n'est pas ça qui va donner le calibre du canon. Ce qu'ils vont faire après, ils vont insérer dans le tube, ils vont insérer un autre tube qu'on appelle le manteau. Et ce tube, c'est lui qui va donner le calibre du canon, c'est lui qui va être à 305 et qui va comporter à l'intérieur une spirale, une rayure. On verra après pourquoi. D'accord? Et ça, c'est ça qui est glissé à l'intérieur donc, du tube. Et c'est ça qui donne le calibre. Alors, comment ils font pour insérer bah, écoutez, voilà, c'est pas compliqué. Là, le tube, il est chauffé. Et on va prendre le tube et on le met au-dessus et hop, on le glisse par-dessus et on laisse refroidir. Et puis ensuite, par contraction, le tube, il est inséré. Voilà l'usine donc, vue d'ensemble de l'usine, parce que là, vous avez des tours. Et donc, ils mettent, disons, ces tubes 17 mètres, hein, 17 mètres de long hein, quand même. Hein, d'accord? Ils mettent des tubes ici sur les tours et bon, ils vont faire. Alors, vous voyez ici sur ce tube là, vous voyez le morceau de chemise qui dépasse. Donc, ce qui va se passer quand ils le mettent sur un tour, ils vont resurfacer ça pour que ça affleure. Voilà. D'ailleurs, en parenthèse, quand on refait au niveau du canon, quand ils veulent refaire le calibre du canon, parce qu'à un moment, à chaque fois que vous avez un tir, vous enlevez un peu de matière. En fait, ils ne refont pas tout le tube, ils sortent la chemise et ils en remettent une nouvelle. D'accord? Voilà comment. Bon. Alors une fois qu'on a tourné tout ça, qu'on les a bien, eh bien, on va aussi essayer la culasse du canon. Alors regardez un peu la mécanique de ce truc-là.
Donc là, vous avez la culasse qui est en train d'être ouverte, hein, vous avez, regardez le machin là, hop, voilà, et par le chef, donc là, voilà, vous avez le tube, et puis maintenant en manœuvrant la manivelle, vous voyez, regardez, il va refermer, alors là on voit tout de suite, là il y a la partie qui va faire ça, hein, cette partie-là, d'accord, et une fois qu'elle bouge, là, comme ça, voilà, là il est fermé et étanche, et il est verrouillé, et le canon est prêt à tirer. Bon, bah, une fois qu'on a essayé la culasse, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer le canon. Hein, chaque canon, d'ailleurs, était essayé pour voir si... Alors là, donc, vous voyez que ce sont effectivement des marins. Donc, première des choses, ils ouvrent la culasse. Ils vont mettre, non pas un obus dans le canon, mais ils vont mettre une bourre, hein, d'accord, pour assurer l'étanchéité, hein, d'accord. Hein, vous voyez comment ils le chargent, hein, avec une espèce de baguette. Là, ça a un nom, je ne sais plus. Ensuite, ils mettent un sac de poudre, d'accord, hein, ce qu'on appelle une gargousse, et ensuite, ils mettent l'amorce. Hein, l'amorce, c'est comme vous voyez, une cartouche de chasse derrière, vous avez une amorce, la partie en laiton, ben, c'est ça, hein, d'accord. Ensuite, ils ferment la... alors, non, d'abord, il y a l'ingénieur qui vient vérifier si tout est OK, hein, d'accord, si tout est bien mis en place. Ensuite, ils vont fermer la culasse et ils vont tirer. Alors, ils font cet essai, pourquoi? Parce que chaque canon devait être essayé, et ensuite, il était minutieusement scruté pour voir s'il y avait des micro-fissures quelque part, ou des choses de ce genre-là. S'il y avait des fissures, ben, il était foutu à la poubelle, et il ne pouvait pas être bon pour le service. Et boum, voilà. Alors, ils mettent l'obus dedans, hein, en réalité. Ensuite, ils mettent un sac de poudre derrière, d'accord. Alors, on peut en mettre plusieurs, hein, pour aller jusqu'à Belfort, ils mettaient 2 sacs de poudre. On met un sac de poudre, et ensuite, on met, vous voyez, que je répète, l'amorce, hein, comme vous voyez sur une cartouche, la gargousse, c'est la poudre. Et l'amorce, derrière, c'est comme la cartouche de chasse, d'accord. Vous mettez dedans, et vous la percutez, et ça met le feu aux poudres. Dans ce cas-là, à la place de l'obus, ils ont mis autre chose. Oui, ils ont mis ce qu'on appelle une bourre, c'est-à-dire c'est un morceau de feutrine, un gros morceau de feutrine pour étanchéifier, sinon ça, voilà. En fait, il tire à blanc, quoi. Voilà, d'accord. Alors, il y en a qui me diront, mais pourquoi ils font ça? Ils ne pouvaient pas construire un obus complet, comme on le voit actuellement, c'est-à-dire un obus serti sur une douille de laiton, comme on le voit maintenant. Mais on verra après, on en parlera. L'obus en question, il fait 2 mètres de long. Vous imaginez si vous voulez faire le truc complet, mais ça fait un obus de 4 mètres de long, avec la poudre et tout, etc. Donc c'est impossible à faire. Si, mais après, comment vous allez promener un machin comme ça, dans un cuirassier par exemple, comment vous allez promener ça? C'est pour ça qu'effectivement, vous aviez la munition, elle était en plusieurs parties, l'obus lui-même, la charge de poudre et l'amorce. Ok? En plusieurs parties. Et c'était aussi une question de sécurité pour les cuirassiers, parce qu'effectivement, la partie où étaient rangées les munitions, il y avait le parti de blindage qui était le plus épais pour qu'un obus ne vienne pas tomber là-dessus, parce que sinon il y a tout qui explose. Voilà. Voilà. Bien. Alors, une fois qu'on a fabriqué ces canons, eh ben, on va les implanter. Alors, les canons, le canon de Zillesheim n'est pas unique. Il y a 11 sites de canons qui ont été donc répertoriés. Il y en a un peu plus, mais on ne voit plus rien. D'accord. Ces 11 sites, je suis tous allé les visiter. Hein. Il y a quelques sites qui sont super encore en état. Hein. Alors, chaque site avait un objectif. Le canon de Zillesheim tirait sur Belfort. Le canon de Hampont en Moselle tirait sur Nancy. Le canon de Duzay tirait sur Verdun. Vous voyez, il y a Muzeray et Loison à côté, j'en parlerai après, qui aussi tiraient sur Verdun, mais je les mets un peu à part. Ensuite, il y avait celui dans les Ardennes, d'accord, qui tirait, lui, sur une gare, qui était la gare de Sainte-Méloune, et cette gare était une gare stratégique, un nœud de communication ferroviaire qui permettait donc aux Français d'alimenter les troupes en matériel, ou en troupes, ou en hommes. C'est un nœud stratégique de communication, donc il fallait le bousiller, ce nœud, pour éviter que les Français puissent effectivement alimenter les troupes. Il y avait le canon de Saint-Hilaire-le-Petit qui tirait sur Chalon-sur-Marne, il y avait le canon de Coucy-le-Château qui tirait sur Compiègne, le canon de Sens qui tirait sur Béthune, et là en Belgique, vous aviez à Coquelard, qui est à une dizaine de kilomètres à peu près de Ostende, vous aviez un canon qui, lui, tirait sur Dunkerque. Vous avez ici en haut encore un autre canon que j'ai répertorié. Ce n'est pas un canon, c'est une batterie de 4 canons à Bredene,
Ils disent Brédéné, hein, là-bas. Nous, on dit, voilà, parce que c'est des Flamands. Hein, donc, chef d'État là, hein, c'est comme chez nous, c'est Brédéné. Donc, et celui-là, il tirait sur la flotte anglaise. Pourquoi? Parce que la flotte anglaise croisait ici au large et venait, avec leurs cuirassiers, venait bombarder les côtes belges qui étaient occupées, je vous le rappelle, par les Allemands. Donc, pour contrer les tirs des cuirassiers anglais, eh bien, ils avaient installé, mais plus tard, beaucoup plus tard, ils avaient installé une batterie de 4 canons. Alors, ici, il y avait à Muzeray et à Loison, il y avait 2 autres batteries qui ont été installées, mais aussi vers la fin. C'était non plus des sites en béton fixe, hein, c'était des plateformes métalliques démontables. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte, le problème par exemple, vous prenez le site de Silisheim, c'est du béton, c'est bien gentil, mais une fois que le site il est repéré, bah, qu'est-ce que tu fais? C'est fini, tu remballes le canon, tu l'enlèves, et puis on n'en parle plus, et tu laisses le site comme il est, quoi. D'accord? Donc là, ils se sont rendus compte quand même que ça faisait beaucoup de boulot pour réaliser ça, et c'est là qu'ils ont conçu, les ingénieurs de troupe, des plateformes métalliques démontables qui, elles, pouvaient être démontées et ensuite replacées à d'autres endroits. Alors, il y a une chose ici, il y en a un qui est intéressant à voir, c'est le canon de Coucy-le-Château. Le canon de Coucy-le-Château, c'est le premier canon à avoir été installé. Et c'est aussi le premier à avoir été démonté. Pourquoi? Parce que quand ils ont installé... Alors, le site de Coucy-le-Château est presque le même que le site de Silisheim, hein, d'accord? De même que celui de Semine correspond à peu près à Silisheim. Et si on regarde bien, il y a le site de Coucy-le-Château, de Semine et de Silisheim qui sont à peu près en état et d'être visités. Les autres, bah, voilà, ils sont, je dis bien, vraiment à l'état de ruine et on ne voit plus grand-chose. Alors, pourquoi le canon de Coucy-le-Château nous intéresse? Parce qu'il a été le premier à avoir été, je répète, construit, mis en place, opérationnel. Il a tiré 24 obus. Et c'est tout. Et il s'est arrêté. Pourquoi il s'est arrêté? Rappelez-vous, avant, je vous ai dit que les Allemands avaient avancé d'une façon extraordinaire. Mais ensuite, les Français, ils ont fait une contre-attaque. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Au départ, le canon de Coucy-le-Château était hors de portée des canons français. Et au fur et à mesure de l'avancée des Français, il commençait à être à portée. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont démonté le canon de Coucy. Et où est-ce qu'ils l'ont mis? À Silisheim. Donc, le canon de Silisheim avait déjà été utilisé à Coucy-le-Château avant d'être installé chez nous. Un autre petit truc aussi, c'est ici Brédéné. Pourquoi c'est intéressant Brédéné? Parce que le canon de Silisheim a tiré jusqu'en octobre 1916 et ensuite il a été démonté. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Eh bien, ils sont allés ils ont pris le canon de Silisheim et ils sont allés l'installer à Brédéné sur une des 4 batteries. D'accord? Alors, on n'a aucune, on verra après, on n'a aucune photo du canon de Silisheim, aucune, parce que c'était Zegré. Hein, voir les garder les Zegré. Hein. Donc, il n'y a aucune photo, rien que dalle. Mais on a une photo du canon de Brédéné. Donc, par extension, eh bien, voilà, c'est pas in situ, quoi, mais c'est le même canon. Donc, voilà la ligne des canons qui avait été installée. Maintenant, pour construire ce BINS. Alors, déjà, je vous rappelle que le moyen de transport le plus moderne qu'on avait à l'époque, pour transporter sur de longues distances de grandes quantités de matériel et des hommes, c'était le chemin de fer. Donc, première des choses qu'ont fait les Allemands, eh bien, ils ont construit une voie ferrée qui part de la gare de Flaxlanden actuellement, d'accord, et qui va jusque dans la forêt de l'Altenberg. Ici, en jaune, vous avez le site du canon en lui-même. En rouge, c'est une voie ferrée normale, parce qu'on entend aussi une légende. Oui, ils ont fait une voie de 60 pour amener le canon. 80 tonnes sur une voie de 60. Voyons. Donc c'était effectivement des voies tout à fait normales. Mais ils ont construit, première étape, ils ont construit cette voie ferrée pour amener effectivement les matériaux. Il y avait 4000 m3 à peu près de béton qui ont été coulés. Donc ça fait tout autant de sable, de gravier, de ciment, etc. qu'il a fallu amener. Vous voyez, imaginez les quantités. Donc, cette voie ferrée. Alors, ils ont poussé quand même le vis un peu plus loin. Ils ont fait ici, vous voyez, un petit embranchement. Et là, ils ont continué la voie, enfin, un semblant de voie, jusqu'à ceux qui le connaissent, jusqu'à à peu près l'étang de pêche à Silisheim. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? C'était des leurres. C'est-à-dire que les avions de reconnaissance, quand ils survolaient le paysage, ils voyaient le ballast, mais
Ils avaient installé que du ballast à cet endroit-là. Et dans un avion de reconnaissance, il n'y avait pas la même précision, on va dire, qu'on a actuellement au niveau des optiques. Ben, pour eux, c'était une voie ferrée, quoi. Et ils ne voyaient pas forcément les rails. Ils ont même poussé le vis un peu plus loin, ici, là. Ils ont creusé, ici, ils ont mis du ballast, ils ont creusé un trou, d'accord, une fosse, et ils ont foutu un tronc d'arbre en travers pour faire croire aux avions de reconnaissance que le site du canon, il était ici, alors qu'en fait, il est là. Si vous regardez, bah oui, c'est... ah oui, attention, il y a un truc quand même qui est incroyable, mais vrai, on verra après. Ce canon a été construit, pendant toute cette période où il a été construit, personne ne s'est rendu compte de ce qui était en train de se faire dans la forêt de Tsisa. Personne. Il a été construit vraiment, on va dire, vraiment au nez à la barbe. Les Français se sont rendus compte qu'il y avait un canon anti-missile au bout du 3e obus qui a atterri à peu près vers Belfort. Ils disent, attends, il y a un truc là, on nous tire dessus. Personne ne savait qu'il y avait un canon et c'est après, par triangulation, qu'ils se sont dit, bah attendez, les obus, ils proviennent à peu près de la région mulhousienne. D'accord? Donc, première des choses, construire cette voie ferrée, et on verra, vous avez 2 embranchements, la voie ferrée, il y en a un premier embranchement qui est ici, qui était chargé d'amener des wagons sur lesquels étaient positionnés des obus. N'oublions pas, un obus 2 mètres de long, 750 kg. Et il y avait une autre partie donc, de la voie ici qui arrivait sur la plateforme de tir, et celle-là a été utilisée pour amener le canon, l'affût et tout, etc., et les matériaux. Ok ? Il faut savoir une chose, c'est que la population de Tsisheim a été évacuée pendant toute la durée des travaux. Personne, d'accord ? Tout le monde a été viré. La population de Flaxland, pareil. Et bizarrement, la population de Lumschuller, non. Ce qui fait qu'on a des témoignages, c'est ce qu'a recueilli Marc Glotz, on a des témoignages des habitants de Lumschuller qui, eux, entendaient parfaitement le canon en train de tirer et qui donnaient donc un certain nombre de détails. D'ailleurs, on suppose que ce sont les gens de Lumschuller qui ont cafeté aux Français qu'il y avait un canon dans la forêt. Hein, parce que Lumschuller c'est à quelques kilomètres de là, c'est rien du tout. Les soldats, du coup, là aussi, autre légende, aucun des soldats ne dormait sur le site. Personne ne dormait. Qu'est-ce que c'était les galeries? Les galeries, c'était un magasin à munitions, c'est tout. Personne ne dormait là-dessus. Bon, il y avait effectivement des tours de garde, hein, comme on a dans les casernes, etc. Il y avait une ronde, mais personne ne dormait sur le site. Et les soldats dormaient, en fait, comme le village avait été évacué, les soldats dormaient chez l'habitant. Le collège épiscopal, par contre, lui, avait été réquisitionné. Il avait été réquisitionné pour y loger tout simplement les officiers et pour aussi y loger les ingénieurs de Krupp qui participaient à la construction du site. Et il était devenu aussi le quartier général du site du canon. Voilà, première chose. Donc, première étape, en 1915, pendant l'été 1915, construction de la voie ferrée, là, en rouge, pour amener les matériaux, les obus et tout, etc. Deuxième étape, les travaux de génie civil. Alors là, vous avez une petite photo. Hop, punaise, excusez-moi, voilà. Donc ici, vous avez une photo. Alors, toutes ces photos ne sont pas du site de Tsisheim, ce sont des photos que j'ai pu récupérer ou à Semide ou à Coucy, etc., qu'ils avaient dans des archives, mais ça reste la même chose. Ça reste la même chose. La première étape, c'était, pour la fosse du canon, il fallait creuser un trou de 8 mètres de profondeur. 8 mètres de profondeur. Alors, vous voyez ici, vous avez des planches, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas des pelles job, hein, ils avaient des pelles tout court. C'est-à-dire que là, il y en a un qui creusait, qui mettait la terre là-dessus, l'autre qui prenait la terre, qui la mettait là, etc., pour faire remonter. Et tout ça à la main. Ce qui fait que pour réaliser ça, pour réaliser tous ces travaux de génie civil, eh bien d'abord, il y avait 450 hommes du génie, ils appelaient ça des pionniers, les Allemands, et ces pionniers, à 450, ils étaient certainement, il y avait pratiquement tout autant de prisonniers de guerre qui aidaient ils n'avaient pas très le choix, hein, qui participaient, on va dire, à la construction du site. D'ailleurs, ils n'avaient pas tellement droit au chapitre, hein, parce qu'un prisonnier de guerre qui refuse d'obéir, il se retrouve vite fait contre un mur avec 6 fusils en face, et puis le problème, donc ça les motivait quand même un peu, hein, quelque part. Donc, ils ont commencé les travaux donc, de génie civil. Il faut quand même le savoir, ils ont commencé le 10 septembre 1915. Donc, juillet-août, mise en place de la voie ferrée.
10 septembre 1915, début des travaux. Fin des travaux, regardez, 8 novembre 1915. 2 mois et demi pour construire tout ça. 2 mois et demi. Et je peux vous garantir, pour celles et ceux qui l'ont visité, le site, quand vous voyez l'état du béton et tout, c'est Steutsche Qualität. Hein. Quand on te rend compte que maintenant on met 2 ans pour construire une maison et il y a des malfaçons, et que là, le site, il est toujours là. Hein. Il est toujours là. Donc, là, vous avez diverses photos qui montrent comment ils ont coulé les fondations. Là, vous avez aussi, vous voyez, une bétonnière. En fait, ils avaient une bétonnière, une toupie, comme on a des camions toupies actuellement. Ils avaient une toupie montée sur une machine à vapeur. Et cette toupie arrivait dans la forêt. Et ici, ils mettaient des bois de 60. C'est-à-dire que tout le site il y avait un maillage de bois de 60 pour, parfois, on versait le béton dans les petites berlines, d'accord, et on allait l'amener à un endroit. Si on voulait l'amener ailleurs, on reconstruisait vite fait une boîte 60 et on amenait le petit wagon là-bas. Là, vous avez ce que vous voyez, si vous allez visiter le canon, vous voyez qu'il y a des tiges filetées qui dépassent avec des écrous. Ces tiges filetées, en parenthèse, elles font 5 mètres de long. Elles sont 5 mètres, enfoncées 5 mètres dans le béton. Et ça, c'est l'armature, d'accord, qui permet d'avoir ici une espèce de couronne, l'armature sur laquelle va reposer, après on le voit ici, l'ingénieur, sur lequel va reposer l'affût du canon. Et là, vous avez une photo qui montre, disons, tout ce qu'on appelle la sellette, d'accord. Vous avez l'ingénieur qui est au milieu de la cuve avec des systèmes de visée, parce qu'il faut effectivement la positionner d'une façon extrêmement précise, parce que si elle est mal positionnée, vous vous rendez compte, 1 degré de plus ou de moins sur 34 km, ça fait des mètres, voire des centaines de mètres d'erreur. Donc ça, c'était vraiment positionné avec une très très grande précision. Comment? Oui, le canon était fixe. Donc, rendez compte que 10 septembre 1915, il commence, 8 novembre 1915, il termine. Pourquoi, je répète, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le site, c'était des galeries, c'était tout simplement un super magasin à munitions. Là, une fois qu'on avait terminé les travaux de génie civil, ils ont commencé l'installation du canon en décembre. Alors pourquoi en décembre? Parce que le béton, il fallait attendre qu'il sèche. Qu'il tire, comme on dit, et qu'il sèche. Donc, en décembre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené, vous voyez, sur des wagons plateaux, ça c'est le canon, et sur le même type de wagon plateau, ils ont mis d'ailleurs les obus pour ensuite alimenter le site. Là, vous avez la mise en place de l'affût qui fait 100 tonnes au-dessus de la fosse. Vous avez la fosse, vous voyez, de la sellette ici. Alors, vous marquerez une chose, vous avez des rails là et là. Ils ont mis en travers de la fosse, on les voit encore, on voit les marques. Ils ont mis en travers de la fosse 2 voies ferrées. Pourquoi? Parce que vous avez sur ces voies ferrées, vous voyez, vous avez un pont roulant, d'accord, qui fonctionne avec une machine à vapeur et qui, lui, ma foi, arrivait, quand je vous ai montré à un moment donné, je vous ai dit, voilà, là, il y a un embranchement qui va vers l'entrée du canon pour les munitions et l'autre qui continue jusqu'à la fosse. Eh bien, le wagon, là, en question, vous voyez, le wagon en question, il arrivait jusqu'au bord de la fosse. Il était ensuite, pour l'affût, ça c'est le canon en lui-même, il était transporté par le pont roulant et ensuite ils avançaient et ils allaient le déposer. Alors, pour vous donner une idée quand même des poids qui sont en jeu, l'affût fait 100 tonnes, le tube du canon, il fait 17 mètres de long et il fait 80 tonnes. Le berceau ici, qu'on appelle du canon, alors donc le berceau en question, c'est un dispositif hydraulique qui est chargé d'absorber le recul, d'accord? Ce berceau, il fait 20 tonnes. Et puis vous avez encore un contrepoids qui est installé, on verra, sur le canon, qui lui aussi fait une vingtaine de tonnes à peu près. Vous vous rendez compte les poids qui sont en jeu là-dedans. Et le site était donc entièrement opérationnel en janvier 1916. Et c'est à partir donc de janvier 1916 que le Kaiser a dit, non, on va attaquer Verdun, et pas Belfort. Parce que le canon a été ici, effectivement construit pour bombarder Belfort au cas où l'offensive se ferait sur Belfort. Mais on peut se dire, alors pourquoi les Allemands ont continué à tirer sur Belfort? Si, il y avait quand même un intérêt, on verra après. Belfort était une place stratégique et il valait mieux l'affaiblir que de la laisser entière. Et il y avait autre chose, c'était aussi un moyen de terroriser les populations. On verra de quelle façon ils y sont pris.
Donc, quand le site est achevé, eh ben, le voilà achevé, hein, il y a à peu près quelque chose comme 500, un peu plus de 500 mètres de galerie, d'accord. Et donc là, vous avez l'entrée principale qui est ici, d'accord. Là, au point, non, pardon, à l'emplacement G, il faut faire attention à ce qu'on dit. Donc, à l'emplacement G, ici, vous avez la bifurcation, vous avez la galerie nord qui est ici et qui va vers la plateforme, la galerie sud qui va ici et qui va vers la plateforme, et ici, la galerie qu'on appelle intermédiaire, et dans laquelle, qui relie les deux galeries. Et dans chacune des galeries, vous verrez ici, vous avez 1, 2, 3 chambres, ce sont les chambres à munitions. Au milieu, vous avez les obus, et là, vous avez les amorces, et à côté, vous avez la charge de poudre. Donc il y a 3 magasins à munitions, un pour une soute à munitions pour la galerie nord, une soute à munitions pour la galerie sud, et une soute à munitions, on verra, pour la galerie intermédiaire. Alors j'ai mis une petite étoile ici, parce que dans cette partie, c'est là que je fais, en général, une petite projection. Ce que vous voyez ici, certaines choses, je le projette avant la visite pour que les gens puissent se mettre dans le contexte. Et ici, il y a une particularité. Vous avez uniquement une chambre d'obus ici et une chambre de charge, et vous avez 2 autres chambres ici qui sont, elles, en fait, constituées d'une chambre dans laquelle il y avait un transformateur, d'accord, et dans lequel, ici, il y avait toute une armoire de commande. Pourquoi? Parce que tout le site était électrifié. Quand vous allez le visiter, on est un peu dans la pénombre, mais à l'époque, c'était les Champs-Élysées là-dedans. Hein. Évidemment, on ne peut pas manœuvrer un obus de 750 kg dans la pénombre. Hein, c'est question de sécurité. Ils n'avaient pas de groupe électrogène. C'est aussi un truc qui avait été dit. Il y avait alors, je vais vous dire une chose. Avec Jérémy, on a testé un jour. On a mis une pompe thermique hydraulique. On a tenu 2 minutes. Au bout de 2 minutes, on était obligé de sortir, sinon on allait mourir là-dedans. Donc c'est pas possible. Hein. C'est pas possible de mettre un groupe électrogène là-dedans. D'accord. Donc ils avaient effectivement un transformateur. Et on voit encore, je verrai après, j'ai des photos, on voit encore le reste. Ils avaient même les isolateurs. Et donc ils amenaient de la haute tension. Et de l'extérieur, etc. Alors la haute tension, elle était peut-être produite par un autre groupe électrogène à l'extérieur, mais pas sur le site. Pas sur le site. Hein, donc voilà, ça c'est encore un autre truc où effectivement il y a une erreur. Hein, c'est marqué d'ailleurs dans les petits trucs, il y avait le groupe électrogène là-dedans. Ben non, on l'a vérifié, c'est pas vrai. Il n'y avait pas de groupe électrogène dedans. Le site était donc entièrement électrifié et le site était aussi entièrement, tous les points du site étaient reliés par téléphone. Ben parce que effectivement, voilà, vous êtes à, je vous ai dit, là il y a pratiquement 200 mètres. Là, on a la plateforme de tir et ici on a ce qu'on appelle la chambre de commandement, où les officiers calculaient les coordonnées de tir. Ben, ils ne pouvaient pas dire à l'officier de tir Hirsch, non, pas pour toi, c'est pas possible. Donc il fallait qu'il téléphone les ordres. Tous les ordres étaient transmis par téléphone et chaque point stratégique était relié par le téléphone. Donc ça, c'était une chose. Et le site était aussi relié téléphoniquement au collège épiscopal. Pourquoi? Parce que le collège épiscopal, c'était le quartier général du canon. Et c'est de là que l'état-major donnait l'ordre, et ben voilà, vous allez bombarder Bavier, je sais pas moi, etc. Et en fonction de ça, cet ordre était transmis au collège épiscopal, lequel ordre était ensuite transmis aux officiers qui étaient ici, dans une petite baraque qui était à l'extérieur, et quand ils recevaient l'ordre de tir, ils descendaient dans la chambre ici de commandement, qu'on verra après, elle est garnie de diverses choses et variées, hein, et dans cette chambre de commandement, c'est là que les officiers donc calculaient les coordonnées de tir pour atteindre l'objectif qui avait été désigné, et communiquaient ensuite ces coordonnées à l'officier qui était sur la plateforme, qui lui ensuite était chargé de régler le canon pour effectivement atteindre l'objectif. Donc c'était quand même relativement moderne. Et, encore autre chose, le site était relié à l'aérodrome de Absheim. Pourquoi? Parce qu'à l'aérodrome de Absheim, il y avait, ma foi, des avions de reconnaissance. N'oubliez pas qu'il y avait les usines aviatiques qui étaient à Absheim. Les avions aviatiques, ils étaient fabriqués là-bas. Et il y avait une escadrille de chasse, d'accord? Et ces avions de reconnaissance, eh bien, ils allaient voir où l'obus était tombé, et à partir de là, ils pouvaient communiquer les corrections de tir aux officiers. Alors bon, l'avion, il devait décoller certainement avant de tirer, hein, parce que ce n'était pas un Mirage 2000, hein, donc il fallait le faire décoller bien avant qu'on tire, hein, parce que voilà, hein, d'accord, il mettait quand même un temps certain pour arriver de Absheim jusqu'à à peu près la région de Belfort. Hein. Mais quand même, hein, d'accord.
Alors voilà, là vous avez par exemple des photos aériennes, hein, c'est assez intéressant. Alors ces photos aériennes sont, d'une part c'est une photo allemande, alors celle-là elle était prise en 1918. On voit très bien ici la rue de la Vallée, d'accord, Tsidissan, là c'est la rue qui va vers l'étang de pêche. Et ici vous avez l'embranchement qui mène aussi du canon. Là vous avez ici, là vous avez la plateforme de tir qui est ici. Et on voit la piste bétonnée, hein, qui existe encore, sur laquelle ils pouvaient amener le canon et les matériaux. Donc là, par contre, on le voit très bien, le site. Mais il faut savoir une chose, c'est que pendant les périodes de tir et tout ça là, c'était entièrement camouflé. Ils avaient tendu des filets de camouflage un peu partout pour éviter que les avions de reconnaissance ne repèrent le site. Bon là, la photo, elle date donc de 1918, donc il n'y avait plus aucun intérêt de camoufler le site, d'accord, ce qui fait qu'on le voit. Là, vous avez une autre photo, c'est un avion de reconnaissance français cette fois-ci, et la photo, elle date de 1917. Là, vous voyez ici la plateforme du canon, elle est là, et là, la piste bétonnée qui est là. Alors pourquoi ils ont pris cette photo? Parce que les Allemands ont installé un canon, après le canon de Tsidissan, ils ont installé un canon de 240, qui tirait aussi sur les troupes françaises. Et ce canon de 240, il était planqué dans la forêt ici c'est Ilfurt, dans la forêt d'Ilfurt. Et donc la photo ici, il était certainement là pour essayer de repérer le canon, mais bon, on voit il est à peu près par là. Hein. Le canon de 240, donc il était quand même bien camouflé aussi. Ok. L'obus. Alors, il tirait un obus. Comment est constitué un obus de comme ça? Alors, donc c'est ce que je vous ai dit. L'obus en question, il fait 2 mètres de haut. Mais l'obus lui-même ne fait qu'à peu près 1,50 m. Et sur cet obus, vous voyez, on va visser une coiffe. Vous voyez ici des soldats allemands qui sont en train, vous voyez, la coiffe, elle est là, ils sont en train de visser la coiffe sur l'obus. À quoi sert cette coiffe? D'abord, l'obus, il est plus long, mais surtout, elle est pointue et ça permet d'avoir un meilleur coefficient de pénétration dans l'air. D'accord? Donc de diminuer ce qu'on appelle la traînée de l'obus. D'accord? Et la résistance à l'air. Donc ça, c'est déjà un premier point. Ensuite, vous remarquez une chose, là, il y a des bagues sur l'obus. À quoi servent ces bagues? Eh bien, l'obus, quand il sort du tube du canon, je vous ai dit qu'avant que la chemise, elle était rayée. C'est-à-dire que l'obus, il ne va pas tout droit, comme ça, mais il tourne. Alors le fait de tourner, déjà, améliore aussi la pénétration dans l'air, donc diminue la traînée de l'obus, hein, d'accord, le fait qu'il soit freiné dans l'air, et augmente la portée, et augmente surtout aussi la précision. D'accord? Donc, la conjugaison des rayures et de la coiffe, disons, balistique, eh bien, améliore la précision de tir et la distance. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces obus étaient tirés, ils planaient quand même, ces machins, à 10 000 mètres. Hein. C'était ce qu'on appelait des obus stratosphériques. Ils étaient à 10 000 mètres d'altitude, les machins. Alors, vous vous rendez compte qu'ils ont quand même réussi à placer, quand même, dans un cercle assez restreint, ils ont réussi à placer des obus sans avoir les mêmes données météorologiques qu'on a actuellement. Parce que là-haut, il y a des vents, hein, contraires, pas contraires, etc., qu'on ne maîtrise absolument pas. Et vous imaginez un coup de vent et tout, etc., qui dévie l'obus, bon, c'est foutu, quoi. Là, après, la trajectoire, elle est complètement modifiée. Et malgré cela, ils n'avaient pas d'ordinateur, ni de téléphone portable, ni quoi que ce soit. Ils avaient quoi? Ils avaient la règle à calcul, et des tables de trigonométrie, et surtout ici, ils avaient un petit bouquin qui était un abac qu'ils utilisaient hein, à peu près, avec des coefficients correcteurs et tout, etc., pour pouvoir calculer les coordonnées de tir. Oui? Avec des logarithmes. C'était des tables de log et des tables mais trigo aussi, on verra après pourquoi. Donc, ça c'est l'obus. Alors cet obus, vous voyez ici, je suis allé au musée royal de Belgique, hein, des armées, et vous avez encore là-bas le seul exemplaire de ce chariot de transfert qui existe au monde. C'est-à-dire que l'obus, quand il était déchargé du wagon, il était positionné sur un wagonnet de type mine qu'on verra après. Et ensuite, sur ce wagonnet, il était amené vers les chambres à munitions, et de ce wagonnet était placé dans la chambre à munitions. Quand on voulait tirer, on faisait le processus inverse, on prenait l'obus, on le mettait sur le wagonnet de type mine, et on emmenait ce wagonnet vers la plateforme de tir. Et sur la plateforme de tir, on transférait l'obus du wagonnet vers ce fameux chariot là, spécial, d'accord,
qui, quelque part, comme vous le voyez ici, eh bien, était positionné de telle façon à ce que vous aviez ici l'axe du canon, et l'axe du chariot ici correspondait exactement à l'axe du canon. C'est-à-dire qu'il suffisait de poser, vous voyez, on a une gorge, de poser l'obus là-dedans, et ensuite de le pousser dans la culasse du canon. D'accord? Et ça c'est ce chariot qui était monté à la surface. Et vous voyez effectivement la charge en elle-même, l'obus, le voilà, 2 mètres de long. Là, vous avez ce qu'on appelle la gargousse, hein, c'est-à-dire c'est la poudre, hein, le sac de poudre. En fait, c'est un sac qui était dans un truc en zinc, hein, d'accord? Et ici, vous avez ce qu'on appelle l'amorce. Hein, et donc, ceci, pour pouvoir tirer, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait mettre sur le chariot l'obus, monter l'obus, mettre l'obus dans le truc, monter la charge, le truc, etc. C'est pour ça que, d'ailleurs, la cadence de tir était assez grande, hein, parce qu'il y avait en fait deux monts de charge, donc on pouvait alimenter par 2 endroits différents le site du canon. Alors là, il y a une petite merveille de technologie et de micromécanique. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est ce qu'on appelle la fusée. Et vous voyez là, vous avez un soldat allemand qui est en train de visser la fusée dans le truc qui est là. D'accord? C'est quoi la fusée? Eh bien, la fusée, c'est un dispositif qui permet donc de faire péter la tholite qui est contenue ici dans l'obus. Comment ça marcherait? Vous avez ici, vous voyez, un pointeau noir, d'accord? Ce pointeau noir, il est entouré par ce qu'on appelle des maslottes. Ici, vous aviez l'amorce. Pour faire péter l'amorce, pour faire, d'accord? Ben, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait que ce pointeau avance et tape dans l'amorce. Mais, au moment où on tire l'obus, il ne fallait surtout pas que ce pointeau, il avance, sinon l'obus explose dans la culasse du canon. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles il était ici bloqué par ces petites maslottes qui enserraient le pointeau. Au moment où l'obus sort du tube du canon, il commence à tourner. Et sous l'effet de la force centrifuge, qu'est-ce qu'elles font les maslottes là? Elles s'écartent. Et ici, vous avez un dispositif qui va, quand elles s'écartent, qui va tout d'un coup, clac, bloquer les maslottes et elles restent en position ouverte. Ce qui fait que quand l'obus, il va faire son voyage, il tombe, et quand il tombe, qu'est-ce qui se passe? C'est comme quand vous freinez avec votre voiture, le pointeau va avancer et l'obus explose. D'accord? Donc voilà. Alors c'est une des raisons pour lesquelles j'ai dit toujours, quand il y a des enfants, je dis s'il vous plaît, si vous trouvez un obus, nom de Dieu surtout, n'y touchez pas. N'y touchez surtout pas. Un obus non explosé, il se peut très bien que la maslotte, vous voyez ce que je veux dire, elles ont été écartées. Le pointeau, il est mobile, et il suffit tout simplement de le prendre en main et de peut-être de le basculer comme ça, et le pointeau avance et il explose. Donc quand on voit un obus, on trouve un obus, la première réaction qu'on doit avoir, on téléphone à la gendarmerie, qui eux, après, se débrouilleront, enverront les démineurs, tout ce que vous voulez, etc. On ne touche pas à ce truc-là. Surtout pas. Il y a des obus qui tuent encore à l'heure actuelle. Là, vous avez, là, je m'amuse un peu, donc là, vous avez effectivement la trajectoire d'un obus dans le vide. C'est donc une équation du second degré, d'accord? Mais on n'est pas dans le vide, on est dans l'air. Donc là, vous avez les courbes réelles avec ce qu'on appelle la traînée de l'obus, c'est-à-dire que là, il est un peu freiné, c'est pas une vraie parabole. Et là, je m'amuse toujours avec les élèves du collège épiscopal, surtout ceux qui sont en première terminale, je dis, écoutez, regardez ici, vous avez, dans l'équation du second degré, vous avez une tangente, un tangente phi. Alors, quand est-ce qu'on sait que tangente atteint son maximum? Quand on a 45 degrés, tangente 45 degrés, ça fait 1. Et on voit que la fonction atteint son maximum ici, quand on a un angle de 45 degrés. Alors après, je demande comment on calcule le maximum. On calcule la dérivée, hein, et puis voilà. Hein, ok, non, c'est pas ça? Non. Donc, ça montre quoi? Ça, c'est que la portée maximale d'un canon, elle est donnée quand le tube est positionné à 45 degrés. C'est mathématique. Ouais. Et quand on veut diminuer la portée, on diminue l'angle. Allez-y. 2 angles complémentaires à l'intérieur au même truc. Ouais. Oui, 30 degrés ou 60 degrés, 45 c'est le maximum. Et 60, et voilà, c'est le maximum. Si on augmente l'angle, il n'a plus la trajectoire d'un canon, mais la trajectoire d'un obusier. D'accord? En tir en cloche. Ok? Donc la portée maximale en tir, qu'on pourrait appeler ça tendu, c'est quand on est à 45 degrés. Comment? La charge n'a pas d'importance. Ah si. Ah si. Ah oui. Et la charge, si vous mettez 2 charges de... D'ailleurs, c'est ce qu'il fallait pour
comment dire, pour aller à Belfort, il fallait non pas une gargousse, comme je vous ai montré, il fallait en mettre deux. D'accord? Donc ça, c'est aussi la puissance. Donc il y a la puissance, voilà, mais, mais pas le, voilà, c'est ça. D'accord? Allez-y. C'était la première leçon de physique en terminale C à l'époque. C'était un problème de physique, hein, ouais, moi aussi on m'enquiquinait à l'époque avec ça. Mais bon, mais pour dire quoi, c'est. Alors c'est pourquoi pour dire ça, c'est que n'oubliez pas une chose, les artilleurs à l'époque étaient considérés comme des intellectuels, hein, parce que les types, effectivement, ils étaient obligés de calculer leur trajectoire et c'était effectivement, on va dire, les intellectuels de l'armée, c'était les artilleurs. Hein, voilà. Et les meilleurs techniciens, on va dire, étaient recrutés dans l'artillerie. Okay. Mais dans l'obus, là où vous avez le perculateur noir, oui. Le tube jaune à droite, c'est quoi? Alors le tube, là, vous voyez ça, là, ce que vous voyez ça, le tube, là. Oui, ça. Alors ça, c'est une membrane, d'accord, qui fait que quand les maslottes s'écartent, vous voyez, vous avez une petite gorge, d'accord. Là, le truc avec la pression va monter et va permettre de faire en sorte que les maslottes restent bloquées. C'est-à-dire que dès qu'il tourne, bah oui, dès qu'il commence à tourner, les maslottes s'écartent et clac, le truc se bloque. Alors vous vous rendez compte, c'est de la micromécanique, c'est d'une précision extraordinaire ce truc-là. Hein, mais ça montre aussi une chose, c'est qu'il y avait effectivement des obus qui n'explosaient pas parce que la fusée ne fonctionnait pas correctement. Il se pouvait que le pointeau se mette un petit peu de travers et puis il n'avance plus. Voilà. Donc d'où le fait qu'il ne faut surtout pas y toucher. Voilà, là vous avez les galeries du canon avec, vous voyez, le petit chariot, comme je vous ai dit, avec l'obus qui est posé dessus. Avec ici la coupe des chambres à munitions, avec dans la chambre centrale où on mettait les obus, on en mettait 10, et ici on mettait 5 charges, et ici 5 autres charges, c'est-à-dire 5 disons, amorces. Alors les tables en question, vous voyez, elles faisaient 1 mètre de haut. Et le chariot ici, il faisait aussi 1 mètre de haut. Pourquoi? Eh bien, quand il n'y avait pas de palan ni quoi que ce soit, pour charger, pour remplir la chambre à munitions, il mettait le petit chariot ici devant, et puis ensuite il le roulait sur la table. Et ensuite, pour aller chercher l'obus, il prenait l'obus, il le roulait sur le wagonnet, et ensuite ce wagonnet, là, avec l'obus dessus, on l'emmenait dans la chambre de transfert pour ensuite le mettre sur le chariot et le monter à la surface. En Australie, j'avais visité un genre de canon Navarone, un truc comme ça sur le montagne, hyper intéressant. Ouais. Aussi. Mais pour sortir de la chambre où il stockait, la porte avait la hauteur ça plus haut que le wagonnet, pour qu'il ne puisse pas surcharger pour que ça ne tombe pas. Ça tombe. Alors c'est bien que vous soyez allé en Australie, parce que moi j'aimerais bien y aller, parce que figurez-vous que les Australiens, c'est eux qui ont pris le site de Coquelard, c'est eux qui ont, au moment de la guerre, ont envahi le site de Coquelard en Belgique. Et figurez-vous que comme trophée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont découpé 3 mètres du tube de 17 mètres du Langmarks qui était là, et ils l'ont ramené en Australie comme trophée de guerre. Donc le seul exemplaire, morceau de canon qu'on a encore au monde, il est au musée des armées à Sydney. Bon, ça fait un peu loin pour aller voir... bon, à Bruxelles, c'était un peu plus près, hein, pour aller voir quand même le chariot. Donc, justement, ces fameux chariots, les voilà, hein, voilà. Donc ça, vous avez la façon, vous voyez, dont on montait le chariot et ensuite on poussait l'obus dans la culasse du canon. Alors ça, c'est le canon de Brédéné, donc le canon, une photo, hein, par extension du canon de Tinnisheim. Brédéné avait ceci de particulier par rapport à Tinnisheim, c'est que la fosse n'était pas à 144 degrés, mais elle était à 360 degrés. Hein, elle pouvait tourner sur 360 degrés. Et ça, c'est donc le chariot avec ce qu'on appelle ici un obus court. D'accord? Ça, c'est un obus long qui fait 2 mètres. Et là, vous avez un autre chariot avec ici la douille et ici la charge de poudre. Et c'était ces petits chariots que l'on montait en surface pour aller charger le canon. À la main. Tout était fait à la main. Alors, comment on faisait pour monter Alors là, vous avez, voyez, le petit chariot qui arrive, le wagonnet, pardon, avec l'obus et la charge. On transférait dans la chambre de transfert, on transférait sur le chariot, on mettait sur le monte-charge et on le faisait monter à la surface. Pour ceux qui ont visité le site, vous verrez, il y a des emplacements encore où on voit, il y avait un tambour qui était relié d'un côté à un câble, le câble était relié d'un côté au monte-charge et de l'autre côté à un contrepoids. Ce qui fait que 2 hommes, en manœuvrant ça, c'est comme une ancre hein, de marine, d'accord? 2 hommes pouvaient monter l'obus de 750 kg et le chariot qui fait à peu près dans les 200 kg, donc pratiquement 1 tonne à la main. Et c'était voulu.
Ils auraient pu mettre un moteur électrique, mais ils ne l'ont pas fait parce que si jamais il y a une panne de jus, eh ben, le site n'est plus opérationnel. Donc c'était voulu. D'accord? Et c'était deux bonhommes, de même que, on va voir après, pour le positionnement du canon, c'était fait manuellement, c'était pas du tout fait avec un moteur électrique. Donc, on monte l'obus et ensuite on l'amène sur la plateforme, hein, l'obus il est là, on le monte sur la plateforme. Là, on fait tourner le canon, d'accord, sur l'affût, il est là, hein, c'est la partie bleu ciel, vous voyez la petite sellette qu'on avait vue avant, donc l'axe de rotation le voilà, et donc ce canon, il tourne, voilà, ici. L'affût, il tourne comme ça. Alors, l'azimut, c'est-à-dire la partie, l'angle de rotation, hein, dans le plan horizontal, il est de 144 degrés. Alors, pourquoi 144 degrés et pas 145? Eh bien, parce que s'il y avait eu 145 degrés, et quand le canon était positionné à 145 degrés comme ça, il tirait sur la Suisse. Et normalement, d'après les conventions de Genève, c'est interdit, on n'a pas le droit de pointer une arme sur un état qui est neutre. D'accord? Alors, je ne sais pas si les Suisses sont venus vérifier s'il y a vraiment 144 degrés. Je ne sais pas s'il y avait vraiment 144 degrés, mais en tout cas, sur les plans de groupe, il y a marqué que l'azimut du canon fait 144 degrés, et ça évite de tirer sur la Suisse. Voilà. Non mais, hein. Et donc, le canon donc, pouvait donc, se positionner comme ça. Hein. Donc là, on a l'élévation, donc le canon pouvait donc pivoter, vous voyez, sur l'affût pour aller jusqu'à 45 degrés, hein, comme ça. Donc, et là, vous avez, il y avait un petit toit hein, au-dessus, et là, vous avez le contrepoids du canon. Vous remarquerez qu'effectivement, ça, c'est le canon donc, de Brédéné. Il est évidemment servi par des marins. Alors, à Tzidisheim, ils n'étaient pas habillés en marins. Ils étaient habillés en fantassins, là, comme lui. Là. Alors, pourquoi ils ont fait ça? Ben, parce qu'il fallait garder les choses secrètes, et que des marins à Tzidisheim, ça aurait peut-être été un peu suspect, on va dire. Bon, je pense que les gars, ils ont dû faire la gueule, hein, parce que moi, je suis commandant de réserve dans l'armée de l'air. Si on me demande de mettre du kaki, hein, je fais la tronche. Hein, moi, je préfère mon uniforme bleu. Hein. Donc, je pense que les marins, ils n'ont pas dû aimer, quoi. Mais bon, il y avait, voilà, ils étaient obligés de se mettre en tenue Feldgrau pour ne pas éveiller les soupçons. La manœuvre du canon. Comment il manœuvrait ce canon? Eh bien, vous aviez ici dans la fosse, vous voyez cette partie, vous aviez ici la partie bleu ciel qui est là, qui est fixée dans la fosse. Il y avait ici une crémaillère sur la tranche. Sur cette crémaillère vient un pignon. Et ce pignon est relié ici à un autre pignon. Et si vous regardez bien, ici, vous avez des manivelles. Quand on tourne cette manivelle, le pignon ici, il tourne. Et suivant le sens de rotation, ben, le canon, il tourne dans un sens ou dans l'autre. Il y avait en tout 16 bonhommes pour manœuvrer le canon. C'est-à-dire, si vous regardez bien, la manivelle, là, ici, il y avait 4 bonhommes ici, 4 bonhommes à côté. Comment ils faisaient? Comme ça. D'accord? Donc, dans un sens pour aller ou dans l'autre sens. Donc, il y en avait, c'était fait uniquement à la main. Et il y en avait tout autant, là, vous avez en jaune, mais on n'a pas le dispositif, mais vous aviez aussi 8 bonhommes pour manœuvrer le canon, pour le faire en élévation. Et là, vous avez le contrepoids qui est là, hein, pour faciliter effectivement la manœuvre, pour monter le canon donc en élévation. Donc tout ça a été fait à la main. Là, vous avez des photos, c'est le canon en fait de Duzet. Hein, on a récupéré des photos de Duzet. C'est le canon de Duzet qui tire sur Verdun. Vous voyez à peu près le tir, le boucan et la fumée que ça devait faire, un truc comme ça. Alors, le canon de Tzidisheim, il a tiré du 8 février 1916 jusqu'au, figurez-vous, 10 octobre 1916. C'est tout. Il a tiré en tout et pour tout 44 obus. L'objectif principal, bien sûr, du canon, c'était Belfort. Alors pourquoi Belfort? Donc là, vous avez un plan, on a ici Tzidisheim, et donc ici, on a Belfort. Là, vous avez un plan de Belfort, et vous montre, le canon, il était à peu près comme ça. Vous voyez, l'axe du canon, c'est ça. Là, vous avez un élément important, donc c'est la gare de Belfort. Donc le premier objectif du canon, c'était de bombarder la gare. Pourquoi la gare? Parce qu'à la gare de Belfort, c'était un nœud de communication, voilà, tout arrivait par là. Donc si on bombarde la gare, on casse tout, et on empêche à l'adversaire d'alimenter ses troupes. On avait encore autre chose à Belfort, il y avait un truc là, à l'époque, là, ça s'appelait la SACM.
qui est devenu maintenant Alstom. Et qu'est-ce que fabrique une usine en période de guerre? Du matériel ou des munitions et des choses de ce genre-là. Donc si on bombarde la SACM, eh bien, on affaiblit aussi l'ennemi. Et il y avait la Société alsacienne de construction mécanique. Il y avait une usine à Mulhouse et il y en avait une à Belfort. N'oublions pas que Belfort était dans le Haut-Rhin. Hein, Belfort était dans le Haut-Rhin avant 1871. Hein, d'accord? Donc, et qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait la garnison, bien sûr. Il y avait la garnison de Belfort. Alors là, ici, vous voyez, j'ai repéré ici un point rouge, ici. Eh bien, ça, c'est l'obus qui est tombé sur Belfort et le seul obus qui a fait des victimes. 4 victimes en tout. Cet obus est tombé sur un bistrot qui est situé à proximité de la gare de Belfort. Et il est malheureusement tombé, il n'a pas atteint l'objectif, la gare, mais il est tombé sur le bistrot, et les habitants de ce bistrot, donc et leurs familles, les 4 personnes ont été tuées d'un coup. Mais le canon a aussi servi à tirer sur Weserlin. Pourquoi à Weserlin? Parce qu'à Weserlin, dans le château de Weserlin, l'actuel parc du château de Weserlin, il y avait le quartier général du général Nollet. Le général Nollet, c'est lui qui commandait tout le secteur du Hartmannswillerkopf, Flinges et compagnie. Alors, la première idée des Allemands, il faut le savoir, ils se sont dit, on va bombarder le Hartmannswillerkopf à partir de Zinsheim. Ils auraient pu le faire. Hein. En niveau azimut, c'était possible. Seulement, ils se sont ravisés. Ils se sont dit, attends, vu la distance, 33 km, avec les vents contraires, les machins, etc., et vu la proximité des troupes françaises et des troupes allemandes, on risque de balancer un obus sur nos propres troupes. Donc, ils se sont ravisés et ils ont choisi de bombarder le quartier général du général Nollet. Manque de peau. Et attenant à cet hôpital militaire, eh bien, il y a, à ce QG, il y avait un hôpital militaire. Et dans la cour de l'hôpital militaire, il y avait 10 poilus qui étaient en train de fumer leur clope. Et malencontreusement, d'ailleurs, l'obus, il est tombé pile poil dans la cour, ce qu'on appelle des éclopés, et a tué 9 soldats d'un coup, et il y en a un 10e qui est décédé des suites de ses blessures. Ce qui veut dire qu'au fond, le canon de Zinsheim a fait plus de victimes pour un objectif pour lequel il n'avait pas initialement été conçu que pour l'objectif initial qui était Belfort. Et si vous regardez bien, regardez, là, voilà tous les impacts de tir. Hein. Et ceci nous montre aussi une chose, c'est que les Allemands se sont complètement gourés. Ils ont très mal positionné le canon, ils n'auraient jamais dû le mettre à Zinsheim, jamais de la vie. Ils auraient dû mettre l'axe de tir du canon comme ça. Regardez, si vous prenez tous ces tirs et que vous les faites basculer comme ça, regardez les dégâts qu'ils auraient faits. Ils se sont plantés. Ils n'auraient jamais dû le mettre à Zinsheim parce que Zinsheim est perpendiculaire à la ville de Belfort, alors que s'il l'avait mis, je pense, c'était aux alentours de Ferrette, etc., on était pile poil dans l'axe de Belfort. Alors c'était le cas du canon de Hampon, en Moselle, qui était pile poil dans l'axe de Nancy, et le canon de Hampon a fait quand même plus de 150 victimes à Nancy. D'ailleurs, Nancy a été décorée comme ville martyre et tout, etc., de la Croix de guerre, et je crois même de la Légion d'honneur, suite, disons, à ce problème. D'accord? Donc, heureusement pour les Belfortins, les Allemands ont je ne sais pas pourquoi, hein, on ne sait pas pourquoi, hein, et ils ont très mal, disons, choisi le site. Ils auraient dû mettre le canon ailleurs. Voilà, donc là vous avez effectivement le 21 février, d'ailleurs c'était le jour de l'offensive sur Verdun, le canon a tiré sur le quartier général du général Nollet. C'était fait exprès aussi, c'était pour faire croire que l'offensive générale allait se dérouler sur Belfort. C'est pour ça que dès le 6 février, quand ils ont commencé à tirer, ils ont continué à tirer. C'était pour faire croire aux Français, attention, l'offensive ça va être sur Belfort, ils sont en train de préparer le terrain avec des gros obus. D'accord ? Et le 21 février, début, c'est là que effectivement l'hôpital a été bombardé et donc Par contre, le 10 octobre 1916, c'était le dernier tir du canon de Zinsheim, le dernier tir. Il a tiré pour la dernière fois ce jour-là, et manque de peau. C'est ce jour-là que sur ces 5 derniers obus qu'il a tirés entre 21h et 22h, qu'un des obus a atterri sur le bistrot que vous voyez ici. Les gens sont enterrés dans le cimetière donc, de Belfort. Et donc, chaque année, il y a une commémoration. De la même chose, vous avez ici aussi à Weserlin, dans le parc du château de Weserlin, vous avez une stèle qui commémore donc, les soldats qui ont été tués
hein. Vous avez une petite chapelle, si vous passez, vous avez une petite chapelle, j'ai appris que c'est une chapelle protestante, et juste en contrebas de cette petite chapelle protestante, si vous passez devant, vous la voyez, il y a donc cette stèle qui commémore l'obus qui a atterri dans la cour. Ça, c'est une carte de propagande allemande, c'est-à-dire que les Allemands, regardez, ont fait croire que c'était une grosse Bertha, 42 qui tirait sur Belfort, alors qu'ils savaient très bien que ce n'était pas une grosse Bertha. Donc ils ont balancé ces cartes postales, etc., pour faire de la propagande, pour faire croire aux Belfortins que c'était une grosse Bertha, parce que, comme je vous l'ai dit avant, la grosse Bertha, c'était un monstre, quoi. Tout le monde en avait peur, donc c'était tout simplement pour terroriser la population belfortaine et briser éventuellement l'esprit de résistance qui pouvait les habiter. Là, vous avez quelques photos de l'intérieur, hein. Donc là, c'est... Hop là, pardon. Allez, voilà. Donc ici, c'est la partie où effectivement, vous voyez, où j'accueille les gens, et c'est la partie où on rentre dans la galerie, ok, et c'est là qu'arrivait effectivement le wagon plateau avec les obus, ok. Là, on est donc au point, à l'emplacement G, d'accord, où effectivement on voit que il y a des plafonds encore en ferraille. Alors juste pour vous expliquer comment ils ont construit ça, la galerie en question, ils ont creusé. Après avoir creusé, ils ont fait les fondations pour faire les côtés. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis, vous le voyez ici, des arcs de cercle en tôle galvanisée, d'accord? Et au-dessus, ils ont coulé 1,20 m de béton armé. Pour les chambres, comme ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des IPN, vous voyez, vous avez des IPN qui sont là, des fers en I. Entre ces IPN, ils ont glissé des plaques de tôle de 1,5 cm d'épaisseur. Donc, ce n'est pas des plaques de tôle qui se tiennent le plafond, c'est uniquement du coffrage, ça. Et au-dessus, ils ont coulé 1,20 m de béton armé. Donc, évidemment, j'ai fait vérifier le site par l'APAV et par le Bureau de recherche géologique et minière, avant de me faire visiter, c'était obligatoire. Et ils ont conclu qu'ils ne présentaient pas de risque d'effondrement. Bon. On était surpris on était très surpris de leur conclusion. Donc, là, par contre, vous avez alors là, je montre aussi autre chose. Vous voyez, là, il y a des taquets de bois qui ont été intégrés, d'accord, dans le béton. À quoi servaient ces taquets de bois? Ils ont été mis c'est tout simplement, ils mettaient des crochets et ça servait de chemin de câble. Pour tous les câbles électriques étaient faits. Il n'y avait pas les dalles télémécaniques là que l'on connaît actuellement. Il y avait ces trucs-là. Là, vous avez le socle. Dans une des chambres que je vous ai expliqué, vous avez le socle sur lequel reposait le transformateur dans la chambre. Okay, et je montre ici les isolateurs, et là je montre, il y a des isolateurs qui sont encore présents au plafond. Donc là, ça c'est une des chambres à côté de munitions, dans laquelle je l'ai transformé en petite salle de projection pour projeter une partie de ce que vous voyez ce soir. Là, ici on a un obus. Merci Jackie. Avec un chariot. Remercie Jackie. Que nous avons acquis auprès de notre ami. Et qui est mis en bonne place, vous voyez, dans le site du canon qui est posé sur le chariot, vous voyez que c'est exactement le même chariot que ce qu'on avait vu avant sur la photo, la photo d'époque. Alors, inutile de vous dire qu'on en a bavé, parce que ce machin, ça fait quand même presque 500 kilos. Il ne fait pas 750, parce que ça, c'est un obus court, d'accord. Là, vous voyez encore la coiffe, là, vous avez le filetage, la coiffe, elle n'est pas entièrement vissée dessus, d'accord. Donc ça, c'est un obus court. Je ne vous dis pas comment on en a bavé, n'est-ce pas, Jérémy, pour mettre ce truc-là. Et il faut faire quand même très, très attention. Alors, j'avais un palan, et tenez-vous bien, le palan, quand on a commencé à monter l'obus pour le mettre, il manquait 1 cm. 1 cm. C'est pas 10, non, 1 cm. Il faut pouvoir le mettre. Alors, avec des baramines, des machins, etc., on a réussi à le positionner et puis donc à le caler, effectivement, là, sur la palette, comme à l'époque. Donc, il roule, sur les rails. Donc là, vous avez Jérémy en train d'expliquer ce que c'est qu'un obus de 304. Alors ça, c'est une des choses qui n'existait pas il y a quelque temps. L'année dernière, il n'y avait pas.
Hein, il n'y avait pas. Donc on l'a installé, c'est à Hanoï. Ça fait 2 ans qu'on l'a, mais il a fallu trouver le moment. Il fallait dégager toute la boue et tout, etc. Une fois qu'on a dégagé la boue, il fallait trouver le moyen le plus sécure possible pour pouvoir l'installer dans les galeries. Bon, on s'est débrouillé, on l'a réussi, on est bien content. Là, eh ben, c'est la chambre de commandement. Et dans la chambre de commandement, ben, vous avez, on en profite pour faire une petite exposition. C'est donc tout ce que possède, enfin, une partie, je veux dire, je crois qu'il y en a plus, une partie de ce que possède Jérémy, qui est présent ici, et qui est lui, pour ça que c'est vraiment sympa que tu sois venu, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est là, il est tout le temps là, il est tout le temps là pour les visites. Il répond toujours présent et tout, etc. Et il s'est même voilà, permis d'acheter un uniforme allemand. Et je vous assure, ça fait son petit effet quand les visiteurs viennent. C'est toujours un plus. Et donc, c'est très bien que tu sois là, parce que je répète, moi je suis juste le président, hein, mais il y a plein d'autres gens autour de moi qui sont là pour faire en sorte que ça fonctionne. Et s'il y en a une qui manque, ben, ça ne marche pas. Voilà. Donc là, alors les gens sont effectivement ébahis quand ils voient cette collection. La dernière fois, il nous a amené même une mitrailleuse. J'ai dit la prochaine fois, quand est-ce que tu nous amènes un porte-avions? Mais bon, il m'a dit qu'il allait étudier la question. Là, vous avez ce qu'on appelle, vous voyez, le monte-charge, hein, ce que je vous ai expliqué, donc avec la partie donc, qui monte donc à la surface. Et ça, c'est ce qu'on appelle la chambre de transfert. Vous voyez, c'est à partir de là, le wagonnet, il arrive là. Hein, on voit les rails qui sont là. Et à partir de là où sont les gens, il y a le petit chariot qui est mis en... Et on transfère du chariot du wagonnet sur le chariot qui est ensuite monté à la surface. Voilà l'état donc de la fosse, hein, actuellement. Cette fosse qu'on avait trouvée entièrement recouverte de boue, hein, dans les années 95, et qu'on est malheureusement régulièrement obligé de pomper, parce que quand il pleut, bah, elle se remplit. Et les infiltrations, vous voyez, regardez ici, on voit que c'est à peu près sec, mais là c'était il y a une autre période, bah là, regardez, il y a quand même encore un peu de flotte, quoi. Donc c'est un problème qu'on a, il faut sans cesse entretenir, avec des bénévoles, entretenir le site, parce que si on ne le fait pas, ben, la nature reprend ses droits et puis c'est réglé. Bon, vous me direz, à l'époque, les Allemands avaient les mêmes problèmes, il ne faut pas rêver. Hein. Ils avaient les mêmes problèmes, il y avait de la flotte aussi, seulement ils avaient du personnel hein, pour pomper. Hein. Voilà, là, maintenant, c'est une fois de temps en temps. Voilà, merci pour votre écoute. J'espère ne pas avoir été trop long, j'espère vous avoir intéressé. Voilà, il y a encore plein de choses qu'on ne sait pas sur le site. Pourquoi on ne le sait pas? Parce que vous avez les archives allemandes dont on dispose, ce sont des archives allemandes qui ont été récupérées entre les deux guerres, entre 1918 et 1939. Et le problème, c'est que j'avais vu la gueule de Berlin en 1945, voilà, et de Karlsruhe également, et c'était à Berlin et à Karlsruhe qu'étaient stockées toutes les archives militaires allemandes. Donc il n'y a plus rien. C'est une des raisons pour lesquelles c'est vachement important pour moi d'avoir des contacts avec les autres sites, parce que chacun possède une petite information qui nourrit l'information de l'autre, etc. Et ça nous permet, par recoupement, de savoir à peu près comment ça s'est passé. On ne sait pas avec certitude que le canon de Tillisheim est sur Bredene, mais il y a de fortes chances que. Voilà. Et il y a des états d'interrogation, on ne sait pas quand et comment ils les ont amenés, qui étaient les prisonniers de guerre qui ont travaillé, on ne sait pas. Donc, certainement des Russes, mais bon, on ne sait pas. Hein, on sait pas. Et puis bon, le dernier petit point, ça c'est la Schnapps-idée que j'ai eue, on a créé une bière, la bière du canon, que l'on vend, etc., au moment des visites, hein, pour boire un canon, voilà. Et alors l'idée n'est pas entièrement de moi, c'est quand je suis allé visiter le site de Koekelaar en Belgique, il y a une brasserie à côté, et le bourgmestre m'a offert une bière, la bière canon chez eux avec un K, et 11 degrés 6, elle fait la bière, hein, là-bas. Hein, voilà. Donc nous, on s'est limité à 5 quand même, quoi. On est un peu plus raisonnable. Et elle est brassée en Alsace, s'il vous plaît. Elle n'est pas brassée en Belgique ou ailleurs. Non, non, elle est brassée dans l'agglomération mulhousienne à Morsuière. Voilà. Donc, c'est la petite idée. Et apparemment, ça marche parce qu'on a vendu plus de 300 bières. Si ça continue, je vais me transformer en bistrotier, quoi. Voilà.